Donc bonjour, moi je m'appelle Jean Sauveur et je suis économiste à l'INRA, donc chargé de recherche en économie à l'INRA de Dijon. Mon laboratoire s'appelle donc le CESAR, donc on travaille sur l'agriculture et plus globalement les espaces ruraux. Donc moi dans cette présentation, au sein de cette journée sur la transmission du patrimoine viticole, et à la suite de la présentation de Sarah, je vais me focaliser particulièrement sur le prix des vignes. Donc, je vais me focaliser sur les questions foncières, parce que je pense que l'analyse économique a des choses à dire là-dessus. Il y a des choses à dire qui peuvent intéresser les acteurs que vous êtes. Alors, comme je vais parler d'analyse économique, je vais beaucoup parler de chiffres, mais après, on pourra discuter plus globalement. Donc, dans cette présentation, ce que je vais faire en particulier, c'est questionner l'idée qu'on entend souvent, à la fois dans le vignoble et dans les médias, sur les liens entre le prix des vignes et les réalités de la production de vin. Comme quoi le prix des vignes serait déconnecté des réalités économiques de la production de vin. Alors je vais commencer ma présentation par un état des lieux. Donc l'état des lieux que vous avez sur cette figure, ce sont 20 ans de transactions foncières de vignes. Donc ce sont des données sur lesquelles je travaillais avant et que j'ai pu retravailler dessus avec le travail de Sarah. Donc ce sont des données entre 1997 et 2017 sur des transactions de vignes que j'ai limité, enfin de terres plus généralement, mais que j'ai limité aussi ici à des terres qui sont sous appellation d'origine contrôlée viticole. Et donc on voit sur ce graphique, en partant du haut vers le bas, les 5 niveaux de la hiérarchie bourguignonne pour la Côte d'Or. Voilà, c'est important, c'est que la Côte d'Or. Donc on voit en haut les grands crus, suivis des premiers crus, des villages, et on devine les bourgognes régionaux et les coteaux bourguignons. Donc qu'est-ce qu'on voit directement sur ce graphique et qui occupe beaucoup l'espace médiatique, c'est la flambée de la valeur des vignes en grand cru. On voit qu'on passe de moins de 1 milliard d'euros l'hectare à la fin des années 90 à presque 4 millions d'euros l'hectare en 2017. Okay. Par contre, ce qui saute moins aux yeux, mais qui est une première remarque de ma présentation, c'est le nombre de transactions qu'on a dans chacune des niveaux d'AOC. Vous les voyez en haut dans la légende. Vous voyez que sur l'ensemble de la période, on a 4500 transactions foncières. On en a 142 liées à des grands crus. Ça représente 3% des marchés. Okay. Et les autres niveaux d'appellation, on les voit à peine. La tendance, elle se devine à peine sur ce graphique. Et donc, une première conséquence de ce faible nombre de transactions, c'est qu'en fait, les tendances que l'on estime, il y a une très forte incertitude dessus. Si je représente les écarts types à 95% autour de la tendance, vous voyez que l'intégralité du graphique, en fait, est de l'incertitude. Okay. Et si on veut caractériser de manière un peu exhaustive la dynamique du marché foncier viticole en Côte d'Or, alors ce que je propose, et ce que je vais faire dans la slide d'après, c'est un changement d'échelle où, alors c'est un peu technique, mais ça permet de faire apparaître les choses de manière plus équilibrée. Il se trouve que Sarah avait déjà mis ce graphique dans sa présentation. Ce qu'on fait, c'est juste on passe en échelle logarithmique. C'est-à-dire que vous n'avez plus des euros dans l'ordonnée, mais vous voyez que la proportion, l'échelle, elle est non proportionnelle. Okay. Ce sont exactement les mêmes données. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe toujours que les grands crus ont un prix multiplié par 4 sur la période. Mais qu'est-ce qu'on découvre aussi? C'est que les premiers crus ont une augmentation du prix par 3, donc une augmentation de 300% sur la période. Et les villages bourgognes régionaux, coteaux bourguignons, une multiplication à peu près par 2. Alors, ce n'est pas pour minimiser la chose. Une multiplication par 2 du prix sur 20 ans, ça correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,5%. Donc autrement dit, ça fait longtemps en France qu'on n'a pas eu un PIB qui a augmenté de 3,5% par an. Mais même au niveau des marchés financiers, d'avoir un rendement à ce niveau-là, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Bon, voilà pour en avoir recadré un peu le débat. Par contre, ça ne nous répond pas à la question centrale, à savoir, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ça augmente trop? Et le point important face à cette question, et c'est pourquoi c'est important enfin, que les chercheurs ont des choses à dire, c'est que ces questions n'ont de sens qu'en référence à un vrai prix ou à un juste prix. Et donc c'est ce que nous on appelle en économie un modèle de prix.
Okay. Sans référence à un modèle de prix, on ne peut pas dire si on est trop cher ou pas assez cher. Okay. Donc, avant d'arriver à ce modèle de prix que je vais utiliser ici, je fais un petit détour par l'histoire. Et c'est assez intéressant parce que ça fait écho à la présentation de François juste avant. On ne s'était pas coordonné. Mais je fais un détour historique par le début du 19e siècle, qui est en gros l'âge d'or de la rente. Et dans cet âge d'or de la rente, donc à la fin des guerres napoléoniennes, on avait un prix du blé qui était très haut et des travailleurs qui étaient très pauvres. Et l'intégralité du prix du blé profitait aux propriétaires fonciers. Et donc il y avait un débat entre les intellectuels sur comment limiter cette pauvreté des travailleurs agricoles. Alors on avait d'un côté Malthus qui proposait de taxer les importations sur le blé. Son argumentaire, c'était en augmentant l'autonomie alimentaire de l'Angleterre, on allait permettre aux travailleurs de voir leur salaire augmenter. Et ce que Ricardo répondit à Malthus, c'est que l'augmentation des prix issus de la taxation aux frontières ne va pas du tout profiter aux travailleurs, mais profitera encore plus aux propriétaires fonciers. Et son argument pour justifier ça, il tient dans la phrase que je vous ai reportée ici. Ricardo, il dit, ce n'est pas parce que l'on paie une rente foncière que le blé est cher. Autrement dit, la hausse du prix du blé n'est pas due aux propriétaires fonciers. C'est au contraire parce que le prix du blé est cher que l'on paie une rente foncière. Okay. Et donc c'était en 1815, après 2 siècles de recherche en économie, on n'a toujours pas contredit le sens de la causalité que présentait Ricardo. C'est-à-dire que la rente foncière, ou ce qu'on peut voir aujourd'hui comme le prix de la terre, ce sont une conséquence et pas une cause dans la chaîne économique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie ricardienne, mais en gros, Ricardo, il avait compris qu'il y avait 2 phénomènes derrière. Il y avait le premier phénomène, c'est que la terre était rare. Autrement dit, on ne peut pas en produire pour faire diminuer son prix. Et le deuxième phénomène, c'est qu'elle est en bout de chaîne de répartition de la valeur. C'est-à-dire que le prix de la terre capitalise les avantages comparatifs associés à son usage, une fois que tous les autres facteurs de production ont été rémunérés. Okay. Alors, on va tirer 2 enseignements de ce petit détour historique. Le premier enseignement, il est trivial. C'est que avant de savoir si le prix est trop haut ou trop bas, il faut aller voir ce que rapporte la ressource, et la vigne en particulier. Alors là, j'ai pris les données que j'avais sous la main pour préparer cette présentation. J'ai pris le prix du vrac sur quelques AOC. Alors, ce n'est pas les mêmes AOC que ce que je vous ai présenté avant, mais j'avais des données sur mon ordinateur du prix du vrac sur le Bourgogne, le Côte de Nuit village, le Nuit Saint-Georges village, Gevrey village, Nuit Saint-Georges premier cru et Gevrey premier cru. Donc ce sont des données du BIVB. La période temporelle n'est pas exactement la même. Ça commence en 98 et ça finit en 2014. Bon, je n'avais pas de manque de peau de données plus récentes. Mais qu'est-ce qu'on observe sur ces tendances? Eh bien, on observe pour les premiers crus une multiplication par 2 du prix du vrac. On observe pour les villages et régionaux une augmentation de 1,5 ou 1,75%. Donc on voit déjà qu'on n'est pas si éloigné de ce qu'on observait sur 20 ans au niveau des vignes. Non, le deuxième enseignement que l'on tire de Ricardo, et ça ce sont les économistes qui se sont succédés derrière lui, c'est qu'à travers ces observations, on a construit une théorie économique de la valeur de la terre. Et donc on voit que la théorie de la valeur de la terre, elle va dépendre de combien rapporte la possession de la ressource, de combien rapporte la propriété foncière. Sachant qu'ici, je ne distingue pas exploitation-propriété. Je suppose que les deux sont une seule et même personne. Donc qui possède la terre et qui reçoit des bénéfices chaque année issus de l'utilisation de la terre. Donc ces bénéfices, je les ai appelés PIT. Et pour l'exemple, donc c'est un exemple, j'ai pris une valeur assez simple, j'ai pris 2000 € pour l'exemple. Donc on a la valeur d'une terre qui permet de rapporter 2000 € chaque année. Ce que je suppose en plus, c'est un taux de 3,5% de croissance. Donc on retombe sur notre taux de 3,5% de croissance, qui correspond en fait à un doublement du revenu sur 20 ans. Okay. Donc la première année, le propriétaire foncier va gagner 2000 €. L'année d'après, il va gagner 3,5% de plus, 2070. Et après, la loi de l'intérêt composé va faire qu'il va gagner de plus en plus. Et que tant qu'il détient la vigne, comme quand on est propriétaire d'une vigne, en France c'est ad vitam aeternam, donc
selon cette théorie élémentaire, la valeur de la vigne devrait être infinie, parce qu'on a une croissance exponentielle des revenus de la terre. Alors effectivement, le modèle n'est pas terrible il ne permet pas d'expliquer vraiment la réalité, puisque les prix ne sont pas infinis dans la réalité. Et en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que juste pour ne pas obtenir ce résultat pas terrible d'un prix infini, il suffit juste de considérer quelque chose qui est pas l'apanage des économistes, qui est bien admis, c'est que l'humain a une préférence pour le présent. Autrement dit, il y a un dicton qui dit « un aujourd'hui vaut mieux que demain ». C'est rien de plus que ça. Et comment on dit ça? On met juste avec un taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation va faire que 2000 € aujourd'hui, enfin que 2000 € demain, ça vaut moins que 2000 € aujourd'hui. Donc là, dans l'exemple, j'ai pris un taux d'actualisation de 4%. Alors 4%, ce n'est pas au hasard, c'est le taux que retient l'État pour évaluer la pertinence de ses investissements. Okay, donc c'est à peu près ce que utilise l'État pour voir l'efficacité économique des travaux publics. Je suppose qu'il n'y a pas de croissance, 0%. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en 2000, l'année courante, je gagne 2000. L'année d'après, je gagne 2000 toujours, mais aujourd'hui, ça compte pour 1223 €. Et ça descend au fur et à mesure que l'horizon s'éloigne. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce taux d'actualisation? C'est qu'en fin de compte, on peut calculer très simplement la valeur d'une terre, qui permet de rapporter 2000 € par an avec un taux d'actualisation de 4%. Et la formule qui permet de calculer ça, c'est simplement pi sur r. Donc ici, c'est 2000 divisé par 0,04, ça fait 50 000. Donc une terre qui permet de gagner 2000 € par an, si moi j'ai un taux d'actualisation de 4%, elle devrait valoir 50 000 €. Donc on a vu d'un côté la croissance des revenus, de l'autre l'effet du taux d'actualisation. Quand on couple les deux, on a l'équation de capitalisation. L'équation de capitalisation, c'est donc quand j'ai une rente annuelle qui croît au taux de G et que j'ai un taux d'actualisation de 4%, eh ben, la valeur de cette terre, c'est pi divisé par r moins G. Et donc si je reprends mon exemple, une terre qui rapporte 2000 € par an, qui croît de 3,5%, et si j'ai un taux d'actualisation de 4%, cette terre devrait valoir 400 000 €. Vous voyez, entre 50 et 400 000, on a une multiplication par 8, juste du fait de prendre en compte le fait que les revenus augmentent de 3,5 par an. C'était le taux qu'on observait sur les valeurs du vrac en premier cru. Okay. Donc ensuite, pour être un peu plus concret, là, cette diapo, elle n'est pas dans l'ordre. Donc voilà. Pour être un peu plus concret, je vais m'intéresser à l'AOC Bourgogne. L'AOC Bourgogne, en prix du vrac en 98, on était sur du 230 € l'hectolitre. Les rendements moyens sur la décennie étaient de 50 hectolitres hectare. Et là, je fais une hypothèse, c'est une grosse sorte de simulation, c'est un exercice pour que vous ayez un ordre de grandeur des choses. Je prends un exemple d'une marge d'exploitation à 35%, c'est-à-dire 35% de mon chiffre d'affaires, c'est du revenu. Okay, on peut discuter de cette hypothèse, mais il y a certains éléments qui ne sont pas dépendants de cette hypothèse. Si j'ai un taux d'actualisation de 4% et que je suppose que c'est 4200 € par hectare, que ces 4000 € par hectare vont augmenter de 1% par an, la valeur capitalisée de l'hectare de Bourgogne est de 134 000 € l'hectare. Autrement dit, 5 fois plus haut que la valeur d'un hectare de Bourgogne à la fin des années 90, qui était de 20 000 €. Alors, c'est là qu'on retourne. Alors, effectivement, on peut discuter pourquoi 35%, pourquoi 4%, pourquoi 1%. Mais le point important, alors là, il faut que je revienne en avant. Hop, hop. Voilà. Mais le point important, c'est qu'on considère 1%, 2% ou 3%, alors je vous laisse regarder la colonne des 3,5%, on est largement au-dessus des prix qui sont observés sur la période. La ligne vrac de 1998, c'est le prix du vrac en 98. En 2014, j'utilise le prix du vrac en 2014. Après, on peut se dire 4%, effectivement, c'est pour les travaux publics. À l'échelle d'un individu, on a une préférence beaucoup plus forte sur le présent. Ok. Si on augmente le taux, on double le taux d'actualisation, donc à 8%, qui quand même dans la littérature économique est un taux d'intérêt très haut, un taux d'actualisation très haut, c'est-à-dire que c'est des gens qui favorisent beaucoup le présent par rapport à l'avenir, eh ben, on obtient toujours des
valeurs de l'ordre de 50 000 ou 100 000 euros selon le prix du vrac que l'on considère, c'est-à-dire qui sont des prix du vigne qui sont 2 fois supérieurs à ce qu'on observe. Okay. Et dans tous les cas, ce qui est important aussi, c'est que quel que soit le taux qu'on retient, quelles que soient les combinaisons de taux qu'on retient, on observe une variation du prix de la terre qui devrait être de plus 175% sur 15 ans, qui est exactement ce que l'on obtient avec un doublement sur 20 ans. Okay. Donc ça veut dire que la théorie, elle est très simple, mais elle a quand même une certaine pertinence vis-à-vis des faits. Donc je finis avec ma conclusion. Donc il ne faut pas, souvent, quand j'entends les discours autour du prix de la vigne, on se rend compte que les gens raisonnent en statique. Or, quand on achète une vigne, on fait tout sauf penser à l'année d'après. On se projette vers l'avenir. Okay. Et donc cette projection vers l'avenir oblige à anticiper les taux de croissance. Chacun a des anticipations différentes par rapport au taux de croissance. Mais quand on regarde les taux de croissance historiques, on permet d'expliquer la dynamique qui est observée sur les prix. Alors, une conclusion peut-être un peu plus débattable, mais voilà, je vous ai donné les contours de mon raisonnement. C'est que si on regarde les marges à l'hectare actuelles, inférées sur le vrac, il est vrai, le prix de la terre en AOC Bourgogne est encore bas, mais c'est valable aussi pour les autres AOC. Une prévision qu'on peut faire de manière un peu plus sûre, c'est que si le prix du vin en Bourgogne se stabilise, le prix des vignes se stabilisera aussi. Ça, c'est du Ricardo. Et par contre, une modération, c'est que je vous ai montré qu'il n'y avait pas forcément un équilibre économique très important entre ce que rapporte une vigne et le prix qu'elle coûte, mais ça ne signifie pas du tout qu'il faut laisser faire le marché et que les choses se régleront comme ça. Il y a de nombreuses... un équilibre économique, ça ne justifie pas un équilibre... Ça n'est pas une condition suffisante pour avoir un équilibre sociétal, social ou culturel. Et effectivement, il y a de nombreuses questions sur la transmission, sur le foncier, qu'il faut approfondir. Et l'idée de ma présentation, c'était de se détourner un peu les problématiques autour c'est trop cher, c'est pas assez cher, mais vraiment rentrer dans les détails sur les politiques à mettre en place, les recherches à mettre en place à d'autres niveaux. Merci de votre attention.